du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. De titres sommaires, les fonctionnaires de l'État dans la ville de Bunia, en province de l'Ituri, éligibles à la retraite, vont être identifiés en mission officielle dans cette partie du pays. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, va superviser la dite opération. Les détails dans ce journal. Et puis la résolution de la guerre d'agression que connaît la RDC. La Belgique plaide pour que la communauté internationale s'implique dans cette crise qui n'a que trop duré. Le roi Philippe l'a dit à l'occasion de la fête nationale de Belge célébrée le 21 juillet de chaque année. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, c'est une retombée de la diplomatie active du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour la première fois, le roi belge lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle s'implique à la résolution de la guerre d'agression que connaît la RDC. Le roi Philippe s'est exprimé ainsi à l'occasion de la fête nationale belge célébrée le 21 juillet de chaque année. Un condensé de Giscard Koussema. Comme le veut la tradition belge, la veille de la fête nationale du 21 juillet, les rois s'adressent à la nation et livrent un discours dans lequel ils dressent des bilans de l'année en cours et tracent les lignes de l'avenir. Ce mercredi 20 juillet, pour la toute première fois, le roi Philippe a consacré tout un paragraphe sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Autant qu'il réaffirme que la RDC et la Belgique ont ouvert une nouvelle page de l'histoire, il a lancé un appel à la communauté internationale pour une résolution de ces conflits meurtriers selon ses propres termes. Mesdames et messieurs, lors de notre voyage au Congo, nous avons pu tourner une page importante de notre histoire commune avec la RDC. Les choses ont été dites, des gestes forts ont été posés. Avoir un regard apaisé sur notre passé commun permet de construire ensemble des projets pour l'avenir. Le peuple congolais a de grandes attentes vis-à-vis de notre pays. Travaillons ensemble pour l'aider à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie. Avec notre coopération au développement, avec notre diplomatie et avec notre armée qui font un excellent travail. Œuvrons avec la communauté internationale à la résolution du conflit si meurtrier qui se déroule à l'est du Congo. Mesdames et messieurs, les défis auxquels nous sommes confrontés restent nombreux. Mais si nous gardons le cap, si nous préservons notre cohésion, nous pouvons assurer notre avenir. Cet appel est la réponse aux nombreux plaidoyers présentés au souverain belge à l'occasion de son passage à Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. Capitale de l'Europe, la Belgique peut en effet servir de porte-voix pour sensibiliser l'Europe et le reste du monde en faveur de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, prend part à la 41e session ordinaire du Conseil exécutif et à la 4e session de coordination semestrielle de l'Union africaine. Christophe Lutundula a insisté sur le fait que l'on ne peut construire l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés. Doris Mozo et Henri Amoury. À la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et la 4e réunion de coordination semestrielle auquel la République démocratique du Congo a pris part active, plusieurs matières importantes ont été abordées. Le rapport sur l'Agence africaine des médicaments AMA sur son siège, la mise en œuvre du plan de transition comprenant le système de quotas et l'audit de compétences sont entre autres éléments essentiels de ces rencontres. La République démocratique du Congo, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, a insisté sur le fait qu'on ne peut pas construire l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés lorsqu'étaient venus des moments de questions de nutrition. La thématique que nous avons retenue pour cette année, sous proposition du président Alassane Ouattara. Nutrition et alimentation. Mes chers collègues et mes chers frères, on ne construit pas
l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés. Je ne connais pas un pays qui a atteint l'autosuffisance alimentaire avec des produits importés. Mais la crise en Ukraine, elle mérite certain, et l'avantage certain, de nous avoir placés devant le miroir de nos faiblesses en matière de politique alimentaire, en matière de politique agricole. Il faut en tirer des grands bénéfices. Ça veut dire complètement ceci. Arrêtons de parler trop. Nous avons par exemple, si je ne m'abuse pas, l'agenda de Maputo, qui a parlé de 10% du budget à réserver à l'agriculture. Donc nous vous invitons en conclusion de continuer les efforts dans ce domaine-là par du concret. Sur des questions du Parlement africain, organe de l'Union africaine qui peine à se mettre en mouvement, Christophe Lutundu Lapala, chef de la diplomatie congolaise, est revenu sur le fait que cet organe est la légitimation même du rôle du peuple dans la vie de l'Union. Après la ville de Kisangani, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, va procéder à la supervision de l'opération liée à l'identification des agents de carrière de services publics de l'État éligibles à la retraite. Au cours de cette mission officielle, Jean-Pierre Liaou sensibilise tous les fonctionnaires de l'État sur la réforme de l'administration publique et compte mettre fin à toute forme de disparité au sein de cette administration. Cédric Kenina, Nadine Kilocho pour le reportage. D'entrée des jeux, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a félicité les chefs de division et des bureaux de l'administration publique de la province de l'Ituri pour leur bravoure malgré la situation d'insécurité imposée par les ennemis de la nation. Pour le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, le plus grand combat à mener, c'est d'éliminer toute forme de disparité et d'injustice. La plus grande bataille que nous allons livrer ensemble, c'est celle de casser les disparités qui existent entre Kinshasa et les provinces. On ne peut pas, dans une même nation, dans une même administration publique, vivre avec un système qui consacre des inégalités inacceptables entre agents publics de l'État. Et dans le but de garantir une bonne gestion de la carrière des agents publics de l'État, le patron de l'administration publique a procédé au lancement de l'opération d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, des fonctionnaires de l'Ituri en présence du gouverneur militaire. Ayant reçu la mission auprès du chef de l'État, sous la supervision du Premier ministre, de redresser et réformer l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a sensibilisé les fonctionnaires de l'Ituri sur le redressement de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs, le rajeunissement, la dématérialisation, l'amélioration des conditions de vie et de travail et la mise à la retraite digne. L'exposé du VPM a suscité l'espoir auprès des fonctionnaires de l'Ituri qui ont remercié Jean-Pierre Liaou pour les actes posés dans le but du redressement de l'administration. Bien avant la réunion avec les chefs des divisions et des bureaux, le VPM a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire et les membres du Conseil de sécurité provincial au gouvernorat de l'Ituri. Les conflits de limite entre les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé appartiennent désormais au passé. Le bornage et la délimitation des frontières ont été faites par une commission ad hoc. Entre-temps, certains notables du coin ont formulé quelques propositions pour pérenniser ce climat de paix. Junior Selemani pour le reportage. Après la résolution du conflit des limites administratives entre les chefferies de Kaliko-Omi en territoire d'Aru et Logololia en territoire de Faradji dans le Haut-Uélé, l'heure est à la sensibilisation des deux peuples pour consolider les acquis de la paix. C'est le cas pour le député national Jean-Claude Draza qui revient de la région et formule certaines recommandations. Ça, c'est la première des choses, mais deuxième phase que nous attendons maintenant, c'est la justice. Parce qu'il y a eu beaucoup de dommages causés suite à ces conflits et les auteurs sont connus. Certaines personnes ont été arrêtées du côté Haut-Uélé. Nous attendons que le gouvernement provincial de Haut-Uélé prenne toutes les dispositions pour que ces personnes soient jugées et sanctionnées si leur culpabilité était prouvée. Face à l'amélioration de la situation sécuritaire en Ituri, avec l'engagement de certains groupes armés de l'Ituri à cesser avec les hostilités, l'élit d'Aru appelle les réfractaires à s'aligner dans la logique de la paix, initiée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Nous, en Ituri, nous avons besoin de la paix. Moi, je pense que
ça s'inscrit dans la logique du président de la République qui est à la recherche de cette paix. Mais aujourd'hui, si les miliciens eux-mêmes prennent déjà cette disposition, prennent ce courage de nous amener la paix, moi je pense que c'est à saluer. Nous devrions plutôt les accompagner, mais il faudrait que ces processus qui viennent de commencer soient sincères. Il ne faudrait pas que ça soit comme hier, on se retire bien, mais quelques temps après, on revient encore sur ce qu'on est en train de faire. Et moi, je pense qu'il ne faudrait pas que ça se limite à des groupes milices, mais il faudrait que tous emboîtent le même pas. Signalons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique de pacifier l'Est de la RDC, veut voir tous les Congolais vivre en toute quiétude sur l'ensemble du pays. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé hier mardi les travaux de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo pendant 6 jours. Les experts juristes de la CENI vont s'appliquer à actualiser ces mesures d'application de la loi électorale tout en tenant compte des nouvelles innovations. Bien avant, Denis Kadima a échangé avec le chef de la délégation adjointe de l'Union européenne, Teti Samba, pour le reportage. L'accompagnement par l'Union européenne du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président Denis Kadima Kazadi en a parlé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Guillaume Chartrain, chef de délégation. Les différentes réalisations des étapes du processus électoral ont été également évoquées au cours de ces échanges. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a ouvert un atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Pendant 6 jours, les experts juristes de cette institution vont s'appliquer à actualiser les mesures d'application de cette loi en prenant compte des innovations y introduites. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux mesures d'application. Il y a ci et là des contradictions. Donc il faudra qu'on soit en mesure d'apporter des clarifications dans les mesures d'application qui ne sont rien d'autre que les règlements. Pour nous-mêmes, c'est important par rapport aux opérations. Si la loi a des zones d'ombre, c'est au niveau du règlement que nous allons avoir la clarification qui va permettre à ceux qui s'occupent des opérations d'avoir une compréhension claire de ce qui est requis. D'autre part, la sensibilisation des électeurs nécessite qu'il y ait un langage beaucoup plus accessible pour le grand public. Évidemment, il y a les aspects vulgarisation. Tout cela va dépendre des mesures d'application parce qu'on va, bien sûr, la loi demeure la loi, mais le langage que nous pouvons utiliser pourrait aider tout le monde. Auparavant, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga Limbo, a invité les participants à mettre à la disposition de la CENI un texte réglementaire qui explicite la lettre et l'esprit de la loi en vue de faciliter au grand public l'appropriation de la loi électorale. Une mémoire oubliée, André Loleke Lomanissa, cet ancien combattant qui était au front pendant la guerre 40-45, passe des moments difficiles et vit dans la précarité la plus totale. Après des bons et loyaux services rendus à la nation, cet ancien combattant lance un cri de détresse auprès du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, Yvette Makoutima. Il faisait partie des tirailleurs congolais lors de la Deuxième Guerre mondiale des 40-45 et il a servi l'éclair de sa vie sous les drapeaux. Il n'a que ses médailles des mérites en guise de souvenirs de bons et loyaux services rendus à la nation. Loleke Lomanissa André vit dans une précarité dans un quartier populaire de la capitale. Il s'agit du quartier Kingaboa dans la commune de Limete. Il n'y a pas longtemps, les gouvernements de la République avaient pris en charge les frais de loyer de cet ancien combattant et plus rien n'a suivi. Loleke Lomanissa André se retrouve dans cet audit qui traduit sa situation sociale. Présent lors de la cérémonie officielle du 30 juin, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, avec les autres anciens combattants, il avoue avoir reçu la somme de $100 en ces moments d'honneur. Le peu d'argent que j'ai reçu, c'est $100. C'est pourquoi il lance ici devant la caméra un cri d'alarme au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai souffert, ce n'était pas pour rien. J'ai demandé une parcelle en vain. Cela pourrait me permettre de vivre dans de bonnes conditions avec mes enfants et petits-enfants.
Malgré ses pas chancelants, cet ancien combattant s'est relaté dans les détails ses hauts faits d'armes. Vous le savez, l'avenue Sayo est en pleine réhabilitation sur le tronçon compris entre les avenues de la Victoire et Banalia dans la commune de Kasavubu. Nos reporters ont fait le tour. Regardez. Ces travaux de réhabilitation de l'avenue Sayo du côté Ngiringiri, longue de 1300 mètres, reprennent après 6 mois d'interruption. Entre-temps, l'exécution des 10 travaux sera désormais assurée par l'entreprise chinoise Guangfa qui remplace ABC, Alliance des bâtisseurs congolais. Ces tronçons, une fois réhabilités, offrira l'avantage de décongestionner les avenues Kasavubu et 24 novembre dans l'esprit du programme gouvernemental connu sous la dénomination des Tchilé-Gelou. La population attend impatiemment l'achèvement des travaux. Nous saluons l'idée du gouvernement de réhabiliter l'avenue Sayo, nous les habitants d'Ngiringiri. Malheureusement, depuis que les travaux ont démarré, rien n'avance. Plus les travaux traînent, plus les caniveaux se transforment en décharges publiques. Que les autorités nous viennent en aide. Sur le plan technique, les ingénieurs trouvés sur place n'ont pas pu répondre totalement à nos préoccupations car ayant les mains liées par la procédure administrative. Néanmoins, hors caméra, ils ont affirmé qu'à la fin des travaux, la chaussée sera souple. Jusqu'à quand dureront ces travaux de construction sur ces tronçons compris entre l'avenue Kasavubu et l'avenue Ngiringiri dans la commune de Ngiringiri? La question est sur toutes les lèvres. Depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à ces jours, ça n'a pas été réhabilité, cette avenue Sayo. Nous sommes trop fiers de ça. La raison pour laquelle nous remercions le président de la République aux attentes. Il a répondu aux attentes de la population. Il reste à espérer l'accélération des travaux avant le retour des Dames la Pluie en septembre. Une centrale hydroélectrique de 80 MW et une centrale solaire de 40 MW seront construites bientôt dans la province de la Chopo. Les 2 protocoles d'accord ont été signés entre la SNEL et l'entreprise burkinabèse Pongo Power. Yvette Makoutima. Moins de problèmes dans la fourniture en énergie électrique, un déficit réduit. La province de la Chopo va bientôt augmenter sa capacité en s'investissant dans les énergies propres. 2 centrales seront construites, dont la première, une centrale hydroélectrique de 80 MW et la seconde, une centrale solaire de 40 MW. Pour sa matérialisation, le directeur général de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, et celui de Pongo Power, Abraham Koutiangba, ont signé un protocole d'accord en présence du gouverneur intérimaire de cette province. Et ce qui pourra rassurer à coup sûr la population tchopolaise à travers celle de la ville de Kisangani qui souffre énormément de ces déficits de l'électricité. Nous, on va s'en charger à faire la production et construire une ligne de transport pour injecter l'énergie produite sur le réseau de la SNEL. Donc c'est un partenaire très très important pour Pongo Énergie. La SNEL SA, en tant que cheville ouvrière du gouvernement et de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs de l'énergie, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement de ces méga-projets. Nous avons signé un protocole d'accord qui va nous permettre, après les études, de faire maintenant des accords spécifiques après les autorisations nécessaires pour pouvoir construire très rapidement comme la population le souhaiterait. Dans un premier temps avec le solaire et dans un deuxième temps avec la centrale de Babeba. Ces protocoles d'accord rentrent dans la logique d'une série d'accords signés avec d'autres partenaires dans l'optique de réduire la fracture énergétique en République démocratique du Congo. Le conflit entre le comité de gestion et le conseil d'administration ne favorise pas le climat des affaires et de paix à la SNEL. Les travailleurs se plaignent. La ministre d'État en charge du portefeuille a convoqué une réunion d'urgence avec le comité dirigeant pour une issue heureuse. Angèle Mabiala pour le reportage. La Société nationale d'électricité est une société anonyme composée d'un conseil d'administration et du comité de gestion avec comme actionnaire unique l'État congolais.
Le rôle de chaque organe est bien défini. Mais de nos jours, le torchon brûle entre le comité de gestion et les conseils d'administration. Pas de transparence dans le traitement des dossiers, pas de franche collaboration, alors que les hommes responsables sont enclins au respect des lois de l'OHADA et ceux de la République et aux instructions de la hiérarchie. Pour les administrateurs, le caractère urgent de certains dossiers s'estompe tout simplement parce que le PCA et le DG vivent à couteau tiré. Si les deux peuvent mettre leur conflit de côté, la SNEL pourra mieux desservir sa clientèle. Pour la ministre d'État en charge du portefeuille, l'expérience de ses 21 ans à l'Assemblée nationale l'a beaucoup assagi. Le conseil d'administration est là pour contrôler, la direction générale pour gérer. Si les deux se mettent à gérer au même moment, les conflits ne peuvent que naître. En sapeur-pompier, la princesse Adèle Kaïnda Maïna a demandé à ces deux responsables de la SNEL de se transcender et de privilégier les relations humaines qui constituent le meilleur trésor dans la vie. Les mandats qu'on vous confie, c'est pour servir les autres. Et ici, ce sont les travailleurs de la SNEL. Mais quand vous vous mettez en porte-à-faux des textes qui régissent, c'est les personnels qui en pâtissent. Et le manque de collaboration, effectivement, empoisonne même le climat de travail. Vous serrez les coudes pour que vous puissiez relever les défis de la SNEL. Visiblement satisfait des conseils prodigués par le numéro 1 du portefeuille, Jean Bosco Kayombo et Alain Tundu Lyongo ont décidé de fumer le calumet de la paix. Lancement hier mardi du programme incubateur des jeunes dans les filières textiles à l'Institut supérieur des arts et métiers. La cérémonie a été précédée par la signature d'un protocole d'accord. Mireille Ndeke. Les Congolais reconnus dans le monde pour leur goût prononcé sur de vêtements stylés sont malheureusement trop tournés vers des tenues importées. Pour inciter la population à consommer congolais, le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Entrepreneuriat, a mis en place le programme d'implémentation des incubateurs dans toutes les filières sur toute l'étendue de la RDC. Cette action a réussi grâce au partenariat scellé entre l'ANADEC et l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM avec l'appui du groupe textile Bilam. Ce jour, c'est un grand jour parce que ce jour voit la naissance d'un grand moyen que nous mettons à la disposition de la communauté de l'ISAM, les étudiants comme les formateurs de ces étudiants, pour pouvoir s'ouvrir davantage à travers ce qu'ils auront gagné ici à l'ISAM. Le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, garantit une formation de qualité pour faire face à la concurrence sur le marché du textile, inondé par la friperie et autres produits étrangers. Notre mission est de développer l'entrepreneuriat national et dans tous les secteurs de la vie économique. Ici, nous sommes particulièrement dans le secteur textile. Il est aberrant de voir que la RDC a comme deuxième produit le plus importé la friperie, alors que nous avons une population jeune et donc nous sommes capables nous-mêmes de produire et de fabriquer des produits de très très bonne qualité et substituer finalement cette importation. De son côté, Valiandele, la porteuse du projet Kesho, tient à mettre son expertise en jeu afin de changer l'image de ce secteur. Puisqu'il s'agit d'innovation avant tout, on va se révéler à nouveau aux yeux du reste du monde. Et donc non, on n'attend pas les autres, on va faire nous-mêmes. Le but, c'est de produire ici au Congo. Une visite guidée de salle d'exposition de l'ISAM a consacré la fin de cette cérémonie. Le trafic a repris entre la province du Lualaba et celle de Moshitu en Angola. La frontière a été réouverte après plusieurs jours de fermeture suite à la Covid-19. C'était lors d'une cérémonie qui a réuni les autorités de la province du Lualaba et celle de l'Angola. Reportage. 2 ans de fermeture suite à la pandémie à coronavirus, la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola, du côté territoire de Dilolo dans la province du Lualaba et la province de Moshiku en Angola est réouverte. Une grandiose cérémonie a vécu pour cet événement tant attendu par la population des 2 pays respectifs. C'était en présence des autorités provinciales du Lualaba pour la RDC et de Moshiku pour l'Angola. Joseph Chimwanga, commissaire général en charge du tourisme représentant la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini, a
a dans son mot de circonstance invité la population des deux provinces à la franche collaboration. Permettez-moi avant toute chose, au nom de la population de Dilolo et au mien propre, de rendre hommage les plus déférents à leurs excellences Joao Lorenzo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par leur diplomatie agissante et leur collaboration conjointe pour le bonheur et le développement de nos deux peuples frères, dont les relations sont séculaires, ont pu libérer ce que beaucoup attendaient avec impatience. Pour Manuel Mwandumba, gouverneur de la province de Mushiku en Angola, ceci renouvellera la bonne collaboration en termes de commerce entre les deux pays. Automatiquement, à partir d'aujourd'hui, l'échelle sur le commerce frontière entre les deux pays est ouverte. C'est-à-dire que l'expectative que nous avons dans ce moment-là, c'est une expectative d'avenir, un avenir bon pour la population, pour notre deux pays, et surtout que les hommes d'affaires font marcher la relation en concret entre nos deux pays, et surtout entre Lualaba, Mushiku, entre Dilolo et... C'est le territoire de Dilolo en République démocratique du Congo qui a accueilli cet événement. Et puis Claudine Ndoussi poursuit avec son séjour dans la ville de Bukavu. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est en mission officielle d'itinérance. Sur place, elle a procédé au lancement des paiements des prestations sociales aux retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. William Tunakov. Mardi 19 juillet 2022 fut une journée marathon fort chargée pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe. Elle a commencé tôt le matin sa traditionnelle visite du suivi des interventions des entités placées sous sa tutelle, particulièrement à la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS Sud Kivu à Bukavu, où les retraités et autres rentiers ont bénéficié de plusieurs dons en vivres et non vivres. Surtout à la CNSS ici, je suis venu voir si on a veillé au grain aux instructions qu'on avait données, notamment l'augmentation de la pension de la retraite et également paiement régulier en fait trimestriel comme il se doit. Mais aussi il y avait un dossier très poignant, celui de la sucrière de Kiliba, où les personnes qui ont travaillé à la sucrière ont longtemps peiné ils n'étaient pas payés du tout. Juste après la ville de Bukavu, le cortège du numéro 1 de l'emploi en RDC, qu'on appelle affectueusement ici Mama ni Mama, entendez, femme de grand cœur, a pris la direction des cabarets où elle a procédé également à la même opération de paiement des prestations sociales. Aussitôt après, direction hôpital général de Mukongola, situé toujours en territoire de cabaret, où elle s'est offerte un bain de foule. Après avoir communié avec sa base naturelle, Claudine Ndoussi Mwakembe a transmis, comme partout où elle est passée, le message de paix, de solidarité et d'espoir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, à ses frères et sœurs kivusiens. Elle a également pris en charge les factures d'hospitalisation et de maternité de toutes les femmes retenues. Faillite de l'intelligence congolaise face au redressement de la nation, une vision globale des défis à relever et des stratégies requises pour transformer notre pays en Eldorado. C'est le thème d'un colloque scientifique qui s'est tenu à Fatima, organisé par le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Iverson Kabwabwa. L'avenir et le devenir de la RDC, des concepts similaires qui portent sur la place publique un débat de l'élite. Ces colloques axés sur un thème interpellateur, la faillite dans la transformation de la RDC en Eldorado africain, a pour objectif dresser un bilan après l'indépendance et cogiter sur les perspectives à venir pour jeter les bases d'un développement intégral et la renaissance du pays de Lumumba. Le professeur Mpoika Moulay, initiateur de ces assises scientifiques, parle d'une trilogie pour impulser le développement, la justice, le travail et la quête de l'intérêt général. C'est un colloque important qui vise à ouvrir une ère nouvelle pour notre pays. Vous avez entendu le thème général du colloque, c'est la faillite de l'intelligentsia congolaise. Nous entendons souvent
Notre peuple dit que c'est la faute des professeurs d'université parce que c'est eux qui conseillent, qui entourent les politiciens. Nous devons changer des fusils d'épaule. Nous devons reconnaître notre propre responsabilité. Ce colloque a été rendu possible grâce au rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Durant des jours de réflexion, plusieurs personnalités sont attendues, parmi lesquelles le ministre honoraire des droits humains, les recteurs des universités et la crème intellectuelle déjà présente sera élargie à d'autres composantes de la société. Vous le savez, le cancer du col de l'utérus est provoqué par un virus de la famille papillomavirus. Il existe 2 moyens pour limiter les risques, parmi lesquels le dépistage du col de l'utérus. Pour ce faire, la Fondation Grâce à ma mère a organisé la 2e édition d'un dépistage gratuit initié par Julie Onsuele à Moncolé, dans la commune de Mangafula. Diane Balaka. Chose promise, chose due. Les femmes sensibilisées sur la pathologie du cancer du col de l'utérus ont répondu présentes à l'appel de la Fondation Grâce à ma mère, que dirige Madame Julie Onsuele pour se faire dépister gratuitement sur le cancer du col utérin. Au total, 500 femmes vont bénéficier de cette œuvre de charité du 18 au 38 juillet 2022 au centre hospitalier Moncolé de la commune de Mongafula. La Fondation Gram a procédé au lancement ce lundi 18 juillet 2022 de la 2e édition de la campagne de dépistage gratuit du cancer du col utérin. Nous parlons de l'autonomisation de la femme, mais pour entrer dans ce combat de l'autonomisation, il faut avoir un corps sain. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes entrés dans cette phase de sensibilisation grâce au partenariat que nous avons noué avec les centres hospitaliers Moncolé pour les dépistages gratuits du cancer de col utérin pour 500 femmes. Nous donnons l'information aux femmes sur ce qu'est le cancer des cols utérins et comment l'éviter et quelles sont les précautions à prendre. Signalons par ailleurs que cette campagne de dépistage gratuit du cancer des cols de l'utérus court jusqu'au 30 juillet 2022. Cette action s'inscrit dans le cadre de contribution de sa fondation à l'épanouissement intégral et au bien-être de la femme congolaise. Les agents et cadres du réseau national de télécommunications par satellite disent non à la spoliation de leur terrain dans la commune de Maluku par les chefs coutumiers. Le président de la délégation syndicale sollicite l'implication du gouvernement de la République pour leur remettre dans leurs droits, puisque selon eux, ce terrain a déjà été loti par les services du cadastre minier. Diane Belaka pour le reportage. Le site de la station terrienne de l'Antélis, pollué par les chefs coutumiers du village Mbamou, qui vendent des terrains de ces sites où sont installées les antennes des Renatelsat et même l'espace réservé aux travailleurs de cette entreprise publique. Si nous sommes venus encore une fois de plus ici, parce qu'après notre sortie médiatique, il s'est fait que le chef coutumier, que je vais citer ici, Paul Mongo, ainsi que ses complices, sont venus une fois de plus sur notre site pour spolier, notamment ils ont continué la destruction de bornes de parcelles alors que c'était placé par les services du cadastre. Il y a nos agents qui ont été menacés, mais au moment où nous parlons, le dossier est au niveau notamment de la 4e rue, c'est-à-dire au parquet délimité de Matete. De 2, le dossier est aussi au niveau de l'auditorat général. Pourquoi l'auditorat général? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des éléments de la police qui sont sur notre site. Et vous vous rappellerez, la fois passée, il y a eu même un échange de tirs sur ce site. C'est comme cela, le Renatelsat a saisi officiellement l'auditorat général pour qu'une solution soit trouvée. Au moment où nous sommes en train de parler, nous qui sommes propriétaires, le chef coutumier et sa bande nous empêchent de jouir de nos parcelles, de nos terrains, alors que nous avons reçu cela légalement. Et puis le courant des démocrates rénovateurs a enregistré des nouveaux adhérents. Son autorité morale, Jean-Lucien Boussa, était là pour les accueillir. Edith Chala. La vision politique du courant des démocrates rénovateurs, CDR, et son autorité morale, Jean-Lucien Boussa Tongboa, continue de séduire nombreux de ceux qui veulent travailler pour la République. Des personnalités par nombre signent leurs adhésions. Les dernières en date se sont enregistrées mercredi. C'est l'autorité morale lui-même et ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongboa qui les a personnellement reçus.
Jean-Jacques Bemba, Dodi Mobutu, les noms qui sonnent gros dans l'Équateur et dans la République. Aux côtés du professeur Franck Nyongolo et Michel Nzangou, ont reçu des emblèmes du parti des mains du président interfédéral du CDR, ville de Kinshasa, José Lomata. En ce qui concerne la nation Congo, on a toujours partagé la même vision et les mêmes convictions de cet amour pour la patrie et les convictions pour la politique. Lui qui était déjà dans la politique. Et aujourd'hui, pour une personne avec qui j'ai toujours partagé les mêmes convictions, les mêmes visions et certains partages de visions. Et voilà pourquoi aujourd'hui, mon adhésion au CDR. Bon, comme j'aime beaucoup la parole, la Bible, je vais juste dire, dans Ecclésiaste, on nous a dit qu'il y a un moment pour tout. Aujourd'hui, c'était le moment de l'adhésion. Attendons le moment de la communication, que je vais me préparer aussi spirituellement à ça. Il y a une autre parole que j'aime beaucoup, c'est dans Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans une ambiance de convivialité et de détermination, ses compatriotes s'engagent à apporter leur pierre à l'édifice d'un Congo en mouvement. Et puis le secrétaire général du parti présidentiel, l'UDPS, était devant la presse cet après-midi pour fixer l'opinion publique sur la dernière sortie médiatique de l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, lors de son point de presse de lundi dernier. Pour Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound a été exclu du parti pour enrichissement sans cause et l'agresseur d'un garde républicain. Alain Bikaï pour le reportage. Après la sortie fracassante de l'ancien de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, a tenu à remettre le point sur les i, sur les profondes motivations de son ancien compagnon de lutte. Il s'est réclamé d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sieur Jean-Marc Kabound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. Récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes des membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. Sur les questions de la gestion courante de l'État, les faits contredisent Jean-Marc Kabound. Les performances économiques, l'embellie financière, les questions des droits de l'homme sont sans commune mesure avec les pouvoirs précédents. Sur la liberté d'expression, la RTNC a diffusé son point de presse. Il n'y a aucun homme politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La preuve en est que lui-même s'est permis d'insulter du début à la fin le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire, la démocratie se porte bien en République démocratique du Congo. Ensuite, Augustin Kabouya s'est étendu sur beaucoup de contre-vérités distillées par celui qu'il qualifie de frustré Jean-Marc Kabound. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Katanga effectue une visite d'inspection dans certains chantiers en cours dans la ville de Lubumbashi. Jacques Kabula Katoué s'est rendu notamment au stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya à la Katuba où un pont est en train d'être jeté, nous dit Didier Mumba dans ce reportage. Les travaux de réfection du stade Frédéric Kibasa Maliba évoluent normalement bien. L'entrepreneur commis à ces travaux refait non seulement l'aire des jeux, mais aussi rafraîchit les murs selon un énorme planimètre FIFA. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué s'en est rendu compte lors de sa visite. Sur place, l'autorité provinciale accompagnée de la commissaire provinciale au sport, Pauline Igwabi, a suivi les explications de la première phase des travaux de génie civil avant l'arrivée de la nouvelle pelouse synthétique prévu dans moins de 2 semaines. Pour l'entrepreneur, le stade Frédéric Kibasa Maliba sera opérationnel avant la fin du mois d'août et va accueillir les interclubs de la CAF.
De là, Jacob Lakato se rendra dans la commune de Katouba, où la société Vaste Réseau jette un pont en béton armé entre les communes de Katouba et Annexe pour désenclaver le quartier Kasungami. Cet ouvrage des deux bandes pourra supporter jusqu'à 60 tonnes, un motif de satisfaction pour la population de cette partie de Lubumbashi. Nous tenons à l'encourager et nous lui assurons de notre soutien pour ce genre de réalisation. De son côté, le gouverneur de province, Jacob Lakato, a invité la population à sécuriser les travaux. Ces travaux sont d'une utilité capitale, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'on travaille pour notre population à la base. Et les travaux vont aller très vite et d'ici peu, nous aurons un pont moderne. Bien avant cette phase, le chef de l'équipe provinciale avait inspecté l'opération Zéro Trou exécutée sur l'avenue Lomami, au centre-ville de Lubumbashi. Sur son chemin de retour, le numéro 1 du Haut-Katanga s'est rendu compte de la dégradation de la route Kipushi et pour ce faire, il a donné des instructions au directeur provincial de l'OVD pour sa réhabilitation. Les acquis de la gratuité de l'enseignement de base au cœur de la tournée de sensibilisation du conseiller du chef de l'État, Jean de Dieu Minengu. Il a été à tour de rôle à Bagata et Bandundouville. Reportage. La campagne de vulgarisation des acquis et défis de la gratuité de l'enseignement de base, initiée par la nouvelle vision de l'élite congolaise Noveco, ainsi que les conseillers principaux du chef de l'État, le professeur Jean de Dieu Minengu, fait son petit bonhomme de chemin. Après les étapes de Kenge Kikwit, c'est le tour de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu et du territoire de Bagata, dans la même province. Le professeur Jean de Dieu Minengu, qui du reste est le secrétaire national du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a animé des conférences-débats devant les communautés universitaires qui ont découvert l'apport de la gratuité de l'enseignement primaire depuis son lancement. Le coordonnateur intérimaire de la Noveco et chef de travaux, Joël Ekofo, a pour sa part remercié les autorités politico-administratives ainsi que les forces vives qui ont répondu favorablement à l'invitation de participation à ces conférences-débats. Il convient de signaler que 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école, l'amélioration de l'enveloppe salariale des enseignants, la construction des infrastructures scolaires, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement a démontré dans toutes les facettes que ces projets qui rentrent dans le cadre du social des Congolais est la plus grande réalisation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de son premier mandat. La province du Congo central constitue la seconde étape de cette campagne nationale. Le gouverneur de la province du Bawili, récemment élu, est arrivé hier dans sa province. Jean-Robert Onzazi Bombiti a été accueilli à l'aéroport à sa descente d'avion par toutes les couches sociales de sa juridiction. C'est à 17h05 que le régulier SGR Aeronautica atterrit à l'aéroport Zega de Buta sous une pluie battante. Était à bord le gouverneur de Bazouélé, le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Nzanza Bombiti et son épouse Madame Mireille Lediano Nzanza. Quelles que soient les conditions météorologiques de la journée, toutes les couches sociales de la province se sont déplacées à l'aéroport pour accueillir le troisième gouverneur élu de la province. Aussitôt arrivé, Nzanza Bombiti trouve sa population, y compris tous les officiels mouillés sous la pluie, scandales de chants et de cris de joie. Devant cette foule incontenable, l'autorité provinciale a reçu les honneurs par la troupe mixte PNC FRDC sous la bénédiction de la pluie. Les partis politiques de l'Union sacrée et ceux de l'opposition, les associations de jeunes et de femmes, la société civile, la FEC et FENAPEC, les entreprises privées et publiques de l'État étaient présents à l'aéroport national de Zega. Dans son adresse à la population au stade Tata Mouzigateb de Buta, Jean-Robert Nzanza Bombiti livre la synthèse de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avant son retour à Buta. C'est lui de faire de Bazouélé un grenier agricole comme dans le passé pour mériter sa place de la première province du pays et a demandé à chaque citoyen de Bazouélé de se mettre résolument au travail pour son développement. Notez que le gouverneur Nzanza Bombiti revient après 2 mois de séjour à Kinshasa depuis son élection au mois de mai dernier.
Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal suite à une fuite importante qui s'est déclarée ce soir à 18h sur la conduite DN 700 alimentant Kitambo dans l'enceinte même de l'usine de Ngalema de la Régie des eaux. Celle-ci vient d'être arrêtée jusqu'à la fin des travaux. Le manque d'eau est observé dans les communes ci-après Gombe, Lingwala, Kasavubu, Kinshasa, Ngiringiri, Selembao, Bandal, Kitambo et une grande partie de Ngalema. La Régie des eaux présente ses excuses à tous les abonnés concernés et les rassure du rétablissement de la desserte à la fin des travaux. Un communiqué signé Jean Bosco Mwaka Indele, directeur provincial de Kinshasa. Et puis cet autre communiqué des appels d'offres frauduleux, attention au public, il a été porté à la connaissance de World Vision que diverses communications qui prétendent faussement provenir de World Vision ou d'un personnel de World Vision ou qui s'en réclament sont diffusées par courrier électronique, par WhatsApp et par appel téléphonique. Ces communications qui cherchent parfois à obtenir de l'argent ou bien souvent des données personnelles des personnes auxquelles elles s'adressent ne sont pas attribuables à World Vision et représentent une fausse représentation du travail et du personnel de World Vision. World Vision tient à mettre le public en garde contre ces activités frauduleuses prétendument menées au nom de l'organisation ou de professionnels de l'organisation. Veuillez noter que World Vision en RDC ne perçoit des droits à aucun stade de recrutement, dépôt ou traitement de candidature, entretien, formation. World Vision en RDC ne requiert à aucun moment, pour quelque raison que ce soit, l'accès aux informations bancaires ou toute autre information personnelle des candidats. World Vision n'offre pas de prix, de récompense, de fonds, de certificats, de cartes et de retrait d'argent, de compensation pour les activités frauduleuses et n'organise pas les loteries électroniques. World Vision recommande vivement aux personnes qui reçoivent ce genre de sollicitations de faire preuve de la plus grande prudence et de ne pas envoyer de l'argent sur quelque forme que ce soit, cash, virement, transfert, Western Union, mobile money, et de n'accepter qu'aucune rétribution de quelque nature que ce soit. Toute demande allant dans ce sens doit être immédiatement signalée car contraire aux valeurs et pratiques de notre organisation. Par conséquent, World Vision décline toute responsabilité au cas où un ou une candidate à l'emploi serait victime. C'est un communiqué signé Jean-Baptiste Malamine Touré, directeur de ressources humaines et culture de World Vision RDC. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Serge Mata revient à 23h. Moi, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, avec le même plaisir. Au revoir.